Bon, une petite introduction de 2 minutes, puisqu'on avait prévu de commencer à 18h05. Donc, Julien Mazière, je ne suis pas Rosine Guimbaud, qui est normalement la maîtresse de séance, mais qui n'est pas là. Donc, le post-ESMO, un grand classique, puisqu'on fait post-ASCO, post-ESMO. Pour ceux qui y étaient, c'est un congrès qui est vraiment intéressant, qui était à Berlin. J'insiste sur le fait que l'ESMO est au moins au même niveau que l'ASCO en termes de présentation. C'est plus écolo, c'est plus près, c'est moins cher. On mange mieux, même si c'était à Berlin. Bon, bref, si vous avez l'occasion de faire un seul congrès par an, je vous conseille de faire l'ESMO. Et après, il y a d'autres congrès européens plutôt que d'aller chez Trump. Voilà. Il y a un peu de boycott. Hein? Il y a du boycott un peu. Moi, je suis le seul, j'ai l'impression. Moi, ça fait 5 ans que j'y vais plus. Mais... Bon, donc le post-ESMO, donc on va faire discipline par discipline. Le but, c'est d'être rapide, de ne pas aller dans les détails, de vous donner un peu les recettes à garder pour ce qui va impacter les pratiques. Donc c'est un court topo et 1 ou 2 questions, de manière à finir à l'heure, avec Carlos en cerise sur le gâteau à la fin. Donc, on va commencer par toi, Nadim, sur le digestif. Oui, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde est bien connecté? Ça marche? Ouais, il n'y a pas de... Donc, je pense qu'il faut que tu parles bien dans le micro. Et après, s'il y a des questions dans le micro aussi pour qu'elles soient... Ouais, okay. C'est ça. OK. Hop. On met en grand. Donc, bonjour à tous. Effectivement, 10 minutes pour vous parler du digestif à l'ESMO. C'était une session assez copieuse. On verra qu'il n'y a pas eu forcément de grands scoops de practice changing, mais il y a eu cette étude. Donc là, on est dans l'adénocarcinome gastrique ou de la jonction résécable. C'est une étude qui avait déjà été présentée à l'ASCO cette année, mais dont on attendait des données de survie complémentaires, qui a évalué l'intérêt en fait d'une immunothérapie par durvalumab en association à la chimiothérapie périopératoire par flotte. Donc c'est une étude randomisée de plus de 1000 patients, près de 1000 patients, qui a comparé donc le standard thérapeutique de ces adénocarcinomes de stade 2, 3, 4A, à qui on fait habituellement de la chimiothérapie périopératoire par flotte. Et donc cette étude randomisée a comparé l'adjonction d'une immunothérapie par durvalumab en séquence péri-opératoire, mais également avec un traitement d'entretien pendant 1 an, avec un objectif principal qui était la survie sans événement. Juste pour vous dire que c'est une population vraiment comparable à celle qu'on a en population caucasienne, puisqu'il y avait plus de 80% des patients qui étaient non asiatiques, et on sait que dans l'œsogastrique, c'est un point important pour l'applicabilité. 30% de jonction œsogastrique, c'est ce qu'on constate de plus en plus. Et puis, un point important, ça va commencer à revenir dans le digestif. On était sur le score PDL1, puis le CPS, et puis de plus en plus, on va vers le TAP, donc ce score de CPS un peu lissé sur la surface d'analyse, peut-être un peu plus applicable, plus facile d'analyse. On voit qu'en tout cas, là, c'était une population majoritairement avec un marquage à plus de 1%, 90% des cas. Et donc cette étude, on avait eu les résultats à l'ASCO, sur son critère principal était positif sur la survie sans événement à 2 ans, avec un gain de près de 10%, un hazard ratio très significatif à 0,71, mais on attendait évidemment les données de survie globale qui n'étaient pas matures, et c'est ce qu'on a eu là à l'ESMO. Les courbes, elles sont peut-être pas très impressionnantes, mais on voit qu'on maintient un bénéfice en survie globale chez des patients avec des maladies à risque de récidive importante. Donc, on a un bénéfice finalement à 3 ans qui se maintient de près de 7%, avec un hazard ratio à 0,78 très significatif dans cette population. Un bénéfice qui est retrouvé dans tous les sous-groupes. Alors, on pourra discuter, il y a eu des questions autour du fait que ça a l'air de moins bien marcher chez les femmes, sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Et puis, un bénéfice qui se maintient aussi, quel que soit le score TAP. On s'attendait à ce que la magnitude de l'effet soit peut-être plus importante dans le score TAP supérieur à 1%, mais vous voyez, les hazard ratios sont comparables.
On voit également qu'en termes de réponse histologique ou de statut ganglionnaire sur la pièce de gastrectomie, il n'y avait pas de différence et il y avait un bénéfice qui était maintenu pour l'immunothérapie par durvalumab, quel que soit le statut N+ ou N-. Donc ça pour dire que cette association flotte plus durvalumab donc confirme les résultats qu'on avait vus cette année et à la lumière des données de survie globale, et ça est à considérer maintenant un standard thérapeutique périopératoire et all commerce, parce que pas de facteur prédictif en tout cas de réponse, ça a l'air de marcher aussi bien chez l'étape plus que chez l'étape moins de 1%. L'autre étude qui a fait un peu le buzz, parce qu'on avait eu un press release toujours dans l'œsogastrique, on est cette fois-ci dans des situations avancées, c'est l'étude Fortitude 101, et c'est une étude qui a évalué l'intérêt d'une thérapie ciblée nouvelle génération qui s'appelle le bemarituzumab, qui est un anti-FGFR2b en association à la chimiothérapie. Donc FGFR2b, c'est surexprimé dans environ 15% des cancers gastriques, et le bemarituzumab, c'est un anticorps avec un effet inhibiteur sur le récepteur, un effet également ADC. Et puis on avait donc des données assez encourageantes de phase 2 randomisée présentées il y a 2 ans, qui ont donné lieu donc à cette étude de phase 3. Une phase 3 monde avec une association donc bemarituzumab FOLFOX qui a été comparée au standard de l'époque, avant l'ère de l'immunothérapie, on va en parler, qui était le FOLFOX. Et puis un point important, c'est une étude qui a été amendée en cours de route, puisque initialement ça s'adressait aux patients qui avaient un niveau d'expression à 1% des cellules, et en cours de route, ils ont mis le seuil à 10% pour avoir un peu plus d'effet. Et puis ce qui était également discutable, c'est qu'il y avait une analyse intermédiaire qui était prévue à 70% des événements qui étaient des événements d'essai. Puis finalement, cette analyse intermédiaire est devenue l'objectif l'objectif principal, avec les analyses ultérieures qui étaient considérées comme étant des analyses uniquement descriptives. Toujours est-il que c'était une étude quand même d'envergure avec un objectif principal sur la survie globale. Et le press release, la première présentation en présidentielle, c'était cette slide qui montrait quand même un bénéfice très significatif en termes de survie globale. On a un gain en médiane de près de 6 mois avec un hazard ratio très significatif à 0,61. Mais la médiane de suivi médian était à 11 mois. Et puis, donc, ils ont réactualisé les données et présenté par la suite les données réactualisées avec un suivi médian de 6 mois de plus. Et puis là, vous le voyez, en fait, c'est beaucoup moins impressionnant. Les courbes, elles se rapprochent. En termes de médiane de survie globale, on a un différentiel d'1 mois et un hazard ratio qui croise le 1 et qui devient donc non significatif. On a un effet un peu d'atténuation de l'effet, voire de perte de bénéfice. Donc cette étude, bon, méthodologiquement, et la manière dont elle est présentée, on peut considérer que statistiquement, elle est positive, mais cliniquement, clairement, elle manque de puissance et il n'y a pas un effet suffisant avec le recul nécessaire. Et puis, c'est une étude, entre guillemets, un peu has-been, parce que c'était avant l'ère de l'immunothérapie. À ce stade, pas de changement, évidemment, de pratique, mais on attend, et c'est probablement, ce sera présenté dans les 6 prochains mois, des données de l'étude Fortitude 102, qui cette fois-ci a pris en groupe contrôle le standard, qui est le FOLFOX nivolumab chez ces patients. Un point qu'on voulait un peu vous déflorer, vous présenter un petit peu, c'était des données dans le carcinome hépatocellulaire, qui a fait une entrée en oncologie moderne il y a à peu près 5 ans, avec l'avènement de l'immunothérapie en situation avancée, l'association Atezo-Beva que vous connaissez. Et puis, il y a eu des données récemment où, en fait, quand on met de l'immunothérapie en adjuvant, on a eu des données assez décevantes, puisqu'il n'y a pas de bénéfice à une immunothérapie adjuvante post-résection. Et donc, on avance dans les lignes, on s'oriente maintenant pour des stratégies d'immunothérapie ou de thérapie ciblée périopératoire. C'est le cas de cette étude. C'est une étude asiatique, c'est important à souligner, qui a donc évalué une association qui est le camrelizumab, qui est un anti-PD1, et le rivocéraminib, qui est un anti-VEGFR2, donc un anti-angiogénique plus un anti-PD1, un peu un classique du carcinome hépatocellulaire. Et c'était une étude donc randomisée qui comparait les patients à haut risque de récidive, avec des taux de récidive dont on sait à 2 ans de l'ordre de 50%, à qui on proposait soit chirurgique, et donc le standard, plus ou moins une espèce de chimio-embolisation adjuvante, comme vous pouvez le voir ici, qui est un des standards en Asie, mais qu'on ne fait absolument pas en Europe. Et donc le bras expérimental, c'était cette association camrelizumab-rivocéraminib en induction pour 2 mois, suivi d'un traitement d'entretien post-opératoire.
On ne va pas détailler les populations, mais tout ça pour vous dire que la safety de cette stratégie semblait correcte. Près de plus de 90% des patients avaient eu le traitement d'induction et près de 3/4 des patients sont allés au bout de la séquence post-opératoire. Un point à noter, c'est que quand même, c'est des populations un peu différentes vraiment des populations françaises, notamment et caucasiennes, puisque vous pouvez le voir ici, c'était plus de 3/4 des patients avaient une hépatite B. Et puis, on avait des patients qui étaient pris en charge chirurgicalement alors qu'ils étaient dans 50% des cas multinodulaires, ce qui est habituellement les classes en stade intermédiaire. En tout cas, dans cette population, sous réserve des données donc en population asiatique, il y avait un réel bénéfice de cette association immuno plus anti-angiogénique en périopératoire, avec une médiane de survie sans événement qui est doublée, avec un hazard ratio très significatif, des taux de réponse histologique majeure qui sont très importantes. C'était également le cas sur le critère de survie sans récidive, qui était également tout à fait amélioré, mais évidemment, le point complexe toujours de ces essais, c'est population asiatique, CHC dans un contexte de virus d'hépatite B, ce qui est très minoritaire en France. Donc, pour pouvoir valider ces stratégies thérapeutiques, il va falloir faire les mêmes études en population caucasienne. Mais en tout cas, ça a le mérite de mettre un pavé dans la mare dans ces stratégies de traitement d'induction avant chirurgie, lorsque la chirurgie est à haut risque de récidive. Et puis, je finirai en 2 mots pour vous parler de la face nord de l'oncologie digestive, qui est le cancer du pancréas que vous connaissez bien, où les progrès peinent à arriver, même s'il y a beaucoup d'espoir. Ce sont des données assez précoces, mais qui sont des données donc, de phase 1B, phase 2, qui évaluent l'intérêt d'un ciblage anti-KIRAS, donc c'est les KIRAS G12D, en association à la chimiothérapie. Et donc, juste pour vous dire que KIRAS, on sait que contrairement à d'autres pathologies, c'est le driver majeur dans le cancer du pancréas, 90% des cas, et que cette mutation, la G12D, c'est la plus fréquente, elle représente 40%, et des mutations, elle est associée à un pronostic moins bon. Et donc, il y existe, au-delà des pan-RAS inhibiteurs, des inhibiteurs spécifiques. C'est le cas de cette molécule qui est le HRS 4642, qui a été évalué en monothérapie initialement en situation avancée. Là, l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle le positionne dans un essai de phase précoce, mais en première ligne, ce qui interroge toujours. Mais en tout cas, cette étude montre des résultats très encourageants en termes de réponse. Alors, petits effectifs, on a 30 patients, mais on a des taux de réponse objectifs de plus de 60%. Et puis, un point important, c'est des réponses qui semblent être prolongées avec une survie à 6 mois en fait, de plus de 90%, près de 90% des cas, ce qui est plutôt pas mal pour du pancréas. Donc, à suivre, une affaire à suivre, pas mal de challengers aussi pour cette molécule. On a eu notamment la même session juste après une autre molécule en monothérapie en situation plus avancée qui a également montré des résultats très encourageants en termes de taux de réponse dans des petits effectifs. On est encore dans de la phase précoce, mais en tout cas, ça bouge côté pancréas et c'est une affaire qui nécessite d'être suivie et je m'arrêterai là. Merci beaucoup, très clair. Est-ce qu'il y a des questions sur le DIGE, sur l'immuno-périop? On a l'impression que l'immuno, on l'a tous utilisé en stade avancé, mais la meilleure place, quand même, c'est d'utiliser le plus tôt possible. Enfin, il y a vraiment des résultats quand même. Moi, je pense qu'en tout cas, il y a un réel sens à pouvoir le positionner tôt pour optimiser la qualité de la réponse. On est sur de l'adénocarcinome gastrique, donc des taux de récidive quand même très importants. Donc le delta, c'est vrai qu'il est de 7%. On pourrait se dire, c'est quoi la pertinence clinique, mais il y a un vrai sens quand même. Si on peut sauver 7% de patients en plus dans le cancer gastrique, il faut vraiment y aller. Avec un profil de tolérance, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas détaillé, mais c'est le durvalumab, donc plutôt bien toléré, pas de surtoxicité de cette association qui vient s'associer donc à une trichimiothérapie. Voilà. Et pas non plus de difficultés opératoires chez ces patients quand ils sont traités avec de l'immuno, ce qui pourrait être une question qu'on pouvait se poser, s'il y a un recrutement immunitaire, si ça générait de l'inflammation locale qui pourrait être délétère sur le plan chirurgical, mais ce n'était pas le cas. Une question ? Comment appliquer l'administration de durvalumab ? Est-ce que c'est remboursé ? Alors évidemment, on n'est pas remboursé encore, on a toujours un delta en France important. Après, ça va être un vrai enjeu.
moi, je pense qu'un patient de 50 ans qui rentre dans les clous de l'étude avec les données de cette étude, qui a potentiellement en plus un score TAP ou CPS élevé, Validé en RCP. Validé en RCP, il faut se donner la possibilité d'avoir accès à la molécule. En fonction des structures, c'est techniquement faisable. On va rester vague là-dessus parce que je sais qu'il y a des centres qui ont vraiment des difficultés d'accès. Voilà. Ils peuvent se référer à des plus gros centres ou certains centres comme le nôtre. Sur les inhibiteurs de Caras, nous, on a pas mal de trucs sur les G12D ou les pan-Caras avec Revolution Medicine. Et je crois que non, il y avait des... Alors, ils n'ont pas présenté, moi j'ai pas vu de session en tout cas avec le pan-RAS à cette session-là. 6236. Celui-là, l'avantage, on a l'impression en tout cas avec les races spécifiques de telle ou telle mutation, le profil de tolérance est meilleur. S'il faut les positionner en association à la chimio, pour ceux qui ont pu voir de la tox cutanée au pan-RAS, je ne sais pas si les dermatos sont pas là, mais c'est vrai que ça secoue quand même. Hein, ça secoue pas mal. Et là, si on se positionne dans le cancer du pancréas, vous avez des patients qui sont fragiles, à qui on va faire une trichimiothérapie, vous leur ajoutez de la tox cutanée. Bon, on va voir un peu ce que ça va donner en association. On sait qu'il va y avoir un essai en adjuvant, en tout cas avec la molécule de Révolution Médecine, avec une trichimio plus un pan-RAS. Bon, on va voir un peu ce que ça va donner en termes de profil de tolérance, parce que les gens doivent garder le traitement en entretien par la suite pendant 1 an, ce qui va être quand même complexe. Parfait, merci beaucoup Nadim. Alors le poumon, ils sont sur le poumon. Ah, c'est en PDF ? Bon, c'est pas grave. Hein ? Ah oui, d'accord, pas de super. Bon voilà, donc j'ai changé la 2 chevaux pour une Trabant à Berlin. Donc, je vais vous faire un peu stade par stade. Dans les stades précoces, stades périopératoires, le standard, c'est ça actuellement. C'est d'avoir la NAPAT avant d'opérer le patient, d'avoir le statut ALK, GFR et PDL1, puisque si on est ALK ou GFR, on est opéré puis on a une thérapie ciblée. Si on est PDL1, l'idéal, c'est d'avoir chimio-immuno avant d'être opéré. Et dans beaucoup de pays, on peut faire de l'immuno après. En France, on ne peut pas. Qu'est-ce qui a été présenté ? Un update à 5 ans de l'essai Keynote 671. Donc qui donne de la chimio immuno néoadjuvante, on est opéré, puis on a 1 an d'immuno après. Cet essai est positif, à 5 ans, il est encore très positif. Malheureusement, malgré ces courbes éloquentes, il n'est pas remboursé en France, donc on ne fait que du néoadjuvant. Bon, c'était plus pour info, peut-être que ça justifiera de recandidater. Et sur les ALK, là aussi, c'est un essai qui a déjà été rapporté, mais c'est l'actualisation à 4 ans. Lorsque vous êtes opéré et ALK, il faut donner de l'alectinib pendant 2 ans. Vous voyez que le bénéfice est très net, donc ne pas rater le profil moléculaire du patient opéré. Ça, c'était pour les stades précoces. Après, vous connaissez un peu ce schéma pour les non-épidermoïdes stade 4. Vous savez qu'on regarde les addictions oncogéniques. S'il y a des addictions oncogéniques, c'est plutôt des thérapies ciblées. S'il n'y a pas d'addiction oncogénique, on va sur PDL1. Et soit il est élevé, c'est de l'immuno seul, soit il est bas et on fait chimio plus immuno. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ? Surtout les EGFR, donc l'addiction oncogénique reine, on va dire, du cancer du poumon. Qu'est-ce qu'il y a eu sur le GFR ? Il y a eu une actualité publiée en même temps dans le New England sur la survie de l'osimertinib associé à la chimio. On a toujours dit addiction oncogénique, thérapie ciblée, OSI, mais il y a cet essai FLORA 2 qui a montré que rajouter de la chimio, ça faisait mieux. Bon, c'est un peu contre-intuitif parce que le but, c'était de se débarrasser de la chimio. La question qui se pose, à qui je fais de l'OSI seul, à qui je fais OSI plus chimio ? Ils ont fait des sous-groupes. Bon, sans trop de surprise, c'est quand même un essai industriel, ça marche un peu mieux chez tout le monde. Donc si vous dites je veux plutôt le donner au métacérébral, c'est vrai. Au métahépatique, c'est vrai, c'est ce qui est jaune, orange. En métaosseuse, c'est aussi mieux. S'il y a une commutation P53, ça fait aussi un petit peu mieux. S'il y a du ctDNA aussi, et selon les mutations EGFR, si elles sont exon 21 ou exon 19, c'est pareil aussi. Donc, si on veut isoler une population chez laquelle on veut
intensifier le traitement, basé là-dessus, c'est pas forcément évident. Donc, bien sûr, ça dépend un peu des profils patients. Ceux chez qui on veut privilégier la qualité de vie, on fait OSI seul et on fera la chimio après. Ceux chez qui on veut mettre les deux en même temps, c'est plutôt les patients avec des charges tumorales un peu plus grosses, des métacérébrales, des commutations P53. Voilà. Ça, c'était, je ne sais pas s'il y a des radiothérapeutes, des internes de radiothérapie, c'était pour faire une étude assez simple, mais sympa. OSI versus OSI plus radiothérapie. Donc on est pareil, plutôt que de rajouter de la chimio, là on rajoute de la radiothérapie. Quoi comme radiothérapie de la stéréotaxie, quand 6 à 12 semaines après le début du Tagrisso, en ciblant donc les zones, en faisant de la stéréo sur les zones métastatiques. Ils ont différencié les patients qui avaient moins de 3 métas, oligométas, et ceux qui en avaient plus. Et en fait, cet essai est globalement positif. Donc c'est vrai que c'est un peu ce qu'on fait nous, introduire de la radiothérapie en cours de thérapie ciblée. S'il y a des choses qui clignotent encore un petit peu, ça paraît relativement logique. Alors il faudrait rentrer dans le détail de l'étude. Il y a des métas qui sont plus faciles à irradier que d'autres, etc. Je ne l'ai pas mis, mais voilà, c'était mieux quand vous avez moins de 3 métas que quand vous en avez 15, forcément. Autre New England publié en même temps que la présentation en session présidentielle, le sacituzumab deruxtecan, donc c'est un anti-TROP2. Vous savez que les TROP2, autant dans le sein, c'est une révolution, autant dans le poumon, on sent bien qu'il se passe quelque chose. On n'a pas eu encore d'essais positifs. Donc là, et ça a été un peu la mode, comme ça a déjà été dit sur cet ESMO, c'est un essai 100% chinois. Avec donc chez les patients EGFR qui ont déjà été sous osimertinib, ils ont soit l'ADC, soit une chimio, et l'essai est très positif en survie sans progression, mais également en survie globale, même si ce n'est pas complètement mature. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces essais 100% chinois largement positifs? Pour l'instant, l'IMIA et la FDA ne prennent pas ça comme ça. Ils exigent qu'il y ait des cohortes de patients on va dire caucasiens, occidentaux, enfin que ce soit ouvert à d'autres pays. Donc ces études sont en cours. Cette molécule, elle est co-développée par MSD. Donc malheureusement, même si l'essai est positif, il va falloir attendre quand même des données occidentales, on va dire, pour pouvoir savoir si on peut vraiment l'utiliser. Mais en tout cas, c'est quand même une piste intéressante. On sait que TROP2, chez les patients qui récidivent sous OSI, c'est une piste intéressante. Chez les ALK, je vous avais parlé l'an dernier du l'orlatinib, mais là, on revient sur la survie actualisée de l'alectinib qui avait été comparé à la première génération qui est le crizotinib. Et c'est vrai qu'en survie globale, on voit qu'il y a un bénéfice qui se maintient à un hazard ratio à 0,78. Et puis, on voit qu'on est à des survies enfin, les ALK, c'est un peu particulier dans le cancer du poumon, c'est-à-dire qu'à 7 ans, il y en a encore 50% qui sont en vie, ce qui est assez exceptionnel. Donc, on a 3 possibilités chez les ALK. Crizo, on ne le donne plus. Donc alectinib ou brigatinib ou lorlatinib. Le lorlatinib vraiment devient le standard, mais vous voyez que l'alectinib reste encore dans la course. Bon, ils ne se compareront jamais les uns entre les autres puisque la survie est trop longue et il faudrait des centaines de patients et des dizaines d'années pour montrer la différence. BRAF, une autre addiction. Bon, on a notre standard. Qui est le dabrafenib et le trametinib. Est-ce qu'on peut, ce qui s'est passé dans le mélanome, appliquer la combinaison binimetinib en corafenib? Donc pareil, inhibiteur de BRAF, inhibiteur de MEK. Cet essai Pharos a été rapporté avec là aussi une actualisation et vous voyez qu'on arrive à des taux de réponse de 75%, une PFS à 30 mois, des survies médianes à 47 mois, donc on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Donc Pierre Fabre, qui le développe en France et en Europe, est en train de demander un accès au marché pour les patients BRAF, et donc ça sera en compétition avec Dabra-Tramé. Ça paraît être un peu plus efficace et un petit peu moins toxique, en particulier il n'y a pas les pics de fièvre. À suivre. HER2, bon, sujet qui m'intéresse depuis longtemps, on n'a toujours pas d'AMM en France. Vous savez que celui qui est le plus avancé, c'est le TDI, enfin l'ENERTU, le trastuzumab deruxtecan. Mais là, il y a eu des rapports sur 2 TKI, le zongertinib avec l'essai Bimion-Lung 01. Vous voyez qu'il y a des taux de réponse spectaculaires chez les patients naïfs. Donc actuellement, on a l'essai Bimion-Lung 02 qui est ouvert à Toulouse pour comparer versus chimio en première ligne. Mais c'est vrai que ça marche bien, 77% de taux de réponse, des PFS qui ne sont pas encore atteintes. Voilà, je vous montre les courbes là. Et puis le concurrent,
de Bayer, le cevabertinib, aussi un TKI sélectif. Et vous voyez qu'ils ont reporté plusieurs cohortes, mais là je vous montre que la cohorte traitement naïf, pareil, taux de réponse de l'ordre de 75%. Celui-là, il est un tout petit peu plus toxique, en particulier quand vous voyez 86% de diarrhée. C'est les patients et qu'on va prendre ce traitement pendant plusieurs mois, voire années. C'est quand même, je pense que le zongertinib est probablement mieux toléré. Donc là aussi, il y a une phase 3 en cours, donc à suivre. Voilà, là c'était les non-épidermoïdes, donc adénoca. Maintenant, dans les épidermoïdes, c'est beaucoup plus simple l'algorithme, puisqu'on n'a pas d'addiction oncogénique dans les épidermoïdes. Donc en gros, on regarde que PDL1 et on fait soit de l'immunosol, soit de la chimio-immuno. Ça fait 10 ans que cet algorithme n'a pas changé, qu'on a fêté les 10 ans du pembrolizumab. Est-ce que le pembrolizumab va être renversé? Peut-être par l'ivonescimab, qui est un bispécifique avec un petit bras qui attrape PD1, l'autre petit bras qui attrape VEGF, donc anti-angiogénique plus immuno. Et on avait déjà vu des signaux avec cette molécule, là aussi développée qu'en Chine au début, mais maintenant qui se développe en Europe. Et si vous regardez cet essai, Harmonie, vous voyez que pour la première fois, quelque chose détrône le pembrolizumab. Alors là, vous allez me dire, je vois Loïc qui dit « Mais attends, dans les épidermoïdes, on a toujours dit jamais d'anti-angiogénique ». Et effectivement, c'est gros, c'est proximal, ça saigne, ils ont des hémoptysies. Moi, on m'a toujours appris de jamais mettre un anti-angiogénique dans un épidermoïde. Bon, là, ils y sont allés. Ils n'ont pas donné dans le détail, ça c'est pas publié, ils n'ont pas donné le détail des tox. Il y a quand même 20% d'accidents hémorragiques. Bon, il faudrait voir si c'est grave ou pas grave. À suivre. Bon, je pense qu'on joue un peu avec le feu, mais peut-être qu'on a une molécule intéressante. Voilà pour donc à suivre. Là encore, comme je vous dis tout à l'heure, il y a des cohortes qui vont ouvrir en Europe et aux États-Unis. C'était indépendant de PDL1. Le bénéfice était que ce soit PDL1 bas ou élevé. Donc ivonescimab, retenez, ça va. Nous, on a un essai avec l'ivonescimab dans le mésothélium. C'est vrai que c'est quand même une molécule qui paraît quand même assez intéressante. Et puis pour finir avec le petite cellule, celui pour lequel en général on n'a pas grand-chose à dire, là dans le stade étendu, la molécule qui arrive c'est le tarlatamab. Je vous avais présenté l'an dernier le Delphi 304 qui a montré que le tarlatamab faisait mieux que les chimios de deuxième ligne dans les petites cellules. Là ce qui a été rapporté c'est la toxicité en montrant que c'est beaucoup mieux toléré. Bon, vous connaissez les CRS, là, les relargages de cytokines et les ICANS, là, les tox neuro. Elles sont certes importantes, mais gérables parce qu'elles arrivent en général dans les 2 premiers cycles. Ça justifie une hospitalisation souvent de 24-48 heures. Mais une fois qu'on a passé ces effets secondaires et qu'on sait les traiter, réhydratation, éventuellement des vasopresseurs, de l'hydrocortisone, la toxicité est quand même bien supportée. Et comme... donc ça c'était aussi est-ce que ça marche mieux lorsqu'on est résistant ou pas, c'est pareil qu'on soit résistant ou pas aux platines. Et ça le plus important c'est la Delphi 303 qui est en train d'arriver avec on met maintenant le tarlatamab non pas en deuxième ligne mais en première ligne. Donc on va partir sur une quadrithérapie de chimio plus une immuno plus le tarlatamab. Vous avez intérêt quand même à briefer un peu les équipes et à avoir une équipe de garde qui sait gérer parce que ça chauffe un petit peu. Je vous rappelle, le profil de nos petites cellules, c'est quand même pas les champions du monde. Voilà, donc là, les premiers résultats sont intéressants sur le petite cellule. Donc là aussi, le tarlatamab, on l'attend pour quand? D'ici quelques mois, il y a une demande d'accès précoce en France. Le dossier est déposé. L'essai qui avait été publié dans le New England il y a 6 mois est largement positif. On espère que ce sera positif. Et si cet essai est positif, il va falloir gérer ce BiTE antibody voilà, dans nos services en se basant sur toutes ces données. Et puis bientôt, on va avoir des essais en première ligne ou en maintenance. Donc voilà pour le petite cellule. Donc voilà en gros pour le thorax. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai une question sur le périopératoire. Parce que tu nous as dit que c'était remboursé qu'en néoadjuvant, c'est ça. Mais que l'adjuvant semblait intéressant. Est-ce que vous avez des données sur pour qui l'adjuvant est intéressant ou pas? Est-ce que c'est pour ceux qui sont en PSCR ou au contraire ceux qui sont en non-PCR, des choses comme ça? Alors, c'est la question majeure, effectivement.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de randomisation chez les patients, soit qui étaient en réponse pathologique complète, soit qui étaient en modéré, soit qui étaient en pas du tout, pour savoir quelle était la meilleure stratégie. C'est vrai qu'actuellement, dans les essais, quand on est en réponse pathologique complète, les patients ne leur donnent plus d'adjuvant. Et par contre, c'est ceux qui ne sont pas en réponse pathologique complète, on fait de l'incrémentation thérapeutique et on rajoute parfois un ADC. Mais il n'y a rien de clair. Mais c'est sûr qu'il faudrait qu'on mesure la maladie résiduelle aussi, peut-être par des biopsies liquides pour s'aider de ça. Mais pour l'instant, il n'y a rien de construit. Merci. C'est bon? Loïc, à toi? Merci Julien. Bon, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que le semestre a bien commencé. Bon. Donc, moi, je n'étais pas à Berlin, malheureusement. Mais je vais quand même essayer de vous dire les choses principales que j'ai retenues de mes lectures. La star en uro, ça a été le carcinome urothélial, ça c'est sûr. Bon, un petit tableau qui est moins compliqué qu'en pneumo. Mais en gros, dans les cancers urothéliaux, en particulier de la vessie, vous avez les tumeurs non infiltrant le muscle, qui habituellement on traite par résection et puis des instillations de mitomycine ou de BCG. Les tumeurs qui infiltrent le muscle, le standard, c'est chimiothérapie avec cisplatine, puis on opère. Cystoprostatectomie radicale, plus ou moins curage, éventuellement du nivolumab adjuvant. S'ils peuvent pas recevoir de cisplatine, c'est directement la chirurgie. Et puis on peut parfois faire un traitement trimodal, c'est-à-dire résection complète et radiochimio. Et puis quand la maladie est métastatique, la première ligne a changé grâce aux résultats de l'EV302 qui avait été présenté à l'ESMO il y a 2 ans, qui montrait l'avantage de EV Pembro en première ligne dans les cancers de la vessie, quelque chose d'assez spectaculaire. Et donc, je vais pas revenir sur les formes métastatiques, mais aujourd'hui, ça tourne, les ADC, anti-HER2, quand il y a des mutations, ce qui arrive assez fréquemment dans le cancer de la vessie, ou aux différents anti-TROP2. Enfin voilà, on travaille autour de ça dans les formes métastatiques. Les choses qui ont été présentées là, c'est d'abord la possibilité, alors ça revient sur la question que tu posais Julien, sur le moment auquel il faut utiliser l'immunothérapie, et là on l'utilise dans les formes non infiltrant le muscle. Donc on leur fait du BCG et on regarde si une immunothérapie par voie générale peut également donner un bénéfice. Et donc il y a 3 études, dont une française qui est Alban. On avait les résultats de CREST, donc ECG plus sasanlimab, qui était positive en EFS. Et pour ces patients, le EFS est important parce que ça veut dire que ça évite une cystectomie, parce que s'ils rechutent après BCG, c'est ça le traitement. Et là ont été présentés Alban et Potomac. Alban, c'est la française. Alban est négative en EFS et Potomac est positive. Donc on a quand même des études positives avec une immunothérapie par voie systémique en plus du BCG. Et donc là vont commencer un petit peu les problèmes. D'abord, pourquoi l'une est négative et pas les 2 autres? Alors probablement qu'il faut se pencher plus avant sur les modalités de traitement, la typologie des patients notamment. Il y avait des durées de BCG différentes. Enfin bon, voilà. Donc là, il y a des choses à chercher. Deuxième chose, c'est des gens qui sont pris en charge dans les secteurs d'urologie, puisqu'on leur fait le BCG. Et faire l'immuno, dans ces services, c'est pas très simple, et donc il y a de l'organisation là derrière, si jamais ça devait voir le jour. Vous voyez qu'il y a en gros entre 22 et 35% de tox de grade 3 quand on met l'immunothérapie par voie générale, et vous connaissez tous la toxicité de l'immunothérapie, c'est pas forcément très simple à gérer. Donc on peut s'attendre à des évolutions de ce côté-là, mais c'est pas encore tout à fait le moment de le faire. Et avec un gain en plus ici, alors c'est écrit petit, mais à 3 ans, d'à peu près 5% de survie sans rechute. Donc là encore, est-ce que ces 5% justifient le coût économique, le coût en termes d'effets secondaires de ces traitements? Donc là, on a un peu de travail et de réflexion devant nous. L'autre probablement l'étude la plus importante à l'ESMO cette année en uro, c'est celle-ci. Je vous ai dit tout à l'heure que les patients qui étaient inéligibles pour le cisplatine, lorsqu'ils avaient une tumeur infiltrant le muscle, non métastatique, c'était d'aller directement
à la cystectomie, avec éventuellement après une immunothérapie adjuvante en fonction des résultats histologiques et de leur statut PD1. Là a été présentée cette étude, EV303, où on faisait à ces patients de l'enfortumab vedotin et du pembrolizumab en pré- et post-chirurgie, avec un comparateur qui était essentiellement de l'observation. Il y a eu un bras pembrolizumab qui a été arrêté en novembre 2022. Et là, on a effectivement une très nette amélioration du résultat en termes d'EFS et de survie globale, avec une courbe de survie globale qui est quand même assez plate pour un cancer de la vessie, et un taux de réponse complète histologique très intéressant et jamais vu dans le cancer de la vessie, de 57%, parce qu'avec les chimiothérapies qu'on fait chez ceux qui peuvent recevoir du cisplatine, on est plutôt dans les meilleurs des cas, autour de 40%. Donc vraiment des résultats extrêmement importants, et ça, il est certain que ça va changer le pratique, parce que les inéligibles au cisplatine, c'est à peu près 40% des patients. Donc il y a beaucoup de patients qui vont bénéficier de cette évolution. Et bien sûr, il y a eu une étude chez les éligibles au cisplatine, la B15, qui va être... qui a été faite et dont on attend les résultats et qui va montrer, je l'espère, des résultats proches dans les mois qui viennent. Je sais, ce sera peut-être en 2026 qu'on aura les résultats. Donc là, une étude vraiment qui amène à changer les pratiques, je le pense. L'autre élément que je voulais vous préciser, c'est qu'on va probablement aussi pouvoir un peu sélectionner les patients qui peuvent recevoir un traitement adjuvant. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il existe une expression suffisante de PD1, on peut donner aujourd'hui en standard du nivolumab adjuvant. Et donc là, c'était une étude avec de l'atézo, un traitement adjuvant, mais qui était donné en fonction de la présence ou non d'ADN tumoral circulant après la chirurgie de la vessie chez des patients qui pouvaient avoir eu ou non de la chimiothérapie néoadjuvante. Et donc, la première information qu'on tire de cette étude IMvigor 011, c'est d'abord que les patients qui n'expriment pas d'ADN circulant ont un excellent pronostic. Donc ça, c'est un élément pronostic fondamental. Et que lorsque l'ADN circulant tumoral est présent ou apparaît, eh bien, l'immunothérapie permet d'améliorer la survie sans progression et la survie globale des patients. Donc là, on a un élément pour essayer d'individualiser le traitement de ces patients qui ont des cancers de la vessie localisés. Enfin, un petit mot pour dire que dans les tumeurs qui infiltrent le muscle, on va peut-être pouvoir bénéficier des progrès des urologues dans la façon d'administrer les produits à l'intérieur de la vessie, parce qu'ils ont des dispositifs qu'ils appellent communément le bretzel, des petits dispositifs comme ça qui est en 8 un peu, qui peuvent être porteurs de produits notamment de chimiothérapie avec la gemcitabine. Et ces produits peuvent être utilisés ici en complément d'une immunothérapie pour des maladies infiltrant le muscle. Et peut-être que ça va nous permettre, là c'est un peu plus... comment je pourrais dire, précoce dans l'évaluation, mais peut-être que ça peut nous permettre d'envisager de développer des traitements conservateurs en associant des traitements intravésicaux et des traitements généraux. Donc vous voyez que dans la vessie, qui a longtemps été un peu le parent pauvre de l'onco-urologie, on a des choses qui sortent et qui font nettement bouger les lignes. Pour le cancer du rein, il y a moins de choses. Je vous ai remis, mais il ne faut absolument pas rentrer dans le détail, les recos de l'ESMO pour les formes avancées. Donc, en gros, on travaille sur 3 ou 4 types de médicaments, les anti-angiogéniques, l'immunothérapie, les inhibiteurs de mTOR qui sont un peu sur le reculoir, et puis un nouveau médicament qui est le belzutifan, qui est un anti-IF. Et puis, vous allez voir, dans les formes métastatiques, on va tourner autour de ces traitements. En adjuvant, depuis quelques mois, on peut faire du pembrolizumab en adjuvant, et ont été représentés ici les premiers résultats de l'étude Rempart, qui était une étude européenne, qui était une étude ambitieuse avec multi-arm, multi-stage avec 1750, et ils se sont pris le Covid et l'AMM du Pembro, qui a un peu fait modifier le design. Et finalement, on a eu là les résultats de l'étude
Rempart, qui est de la survie sans progression chez les patients qui avaient soit une simple surveillance, soit une association d'un anti-PD1 et d'un anti-CTLA4, avec un bénéfice en survie sans progression de 8%. On attend encore des résultats complémentaires, mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ça n'intéressait pas que les adénocarcinomes à cellules claires, qui sont ceux qu'on voit le plus souvent dans les études et qui d'ailleurs ont droit au pembrolizumab en adjuvant. Donc ça, ce sont les premiers résultats de cette étude et les choses sont à suivre. Pour les formes métastatiques, eh bien là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait en gros 3-4 classes de médicaments. Eh bien, on tourne autour d'elles. Et je pense que dans les mois qui viennent, on pourra aller vers des triplés de traitement au lieu des doublés actuels, parce qu'on fait 2 immunos ou une immuno et un anti-angiogénique en première ligne. Eh bien, l'association d'une immuno, le pembro, d'un anti-angiogénique, le lenvatinib, et du belzutifan, ce fameux médicament anti-IF, eh bien, a un profil de tolérance tout à fait intéressant et un profil d'efficacité dans cette phase 2 très intéressant. Donc, à suivre, les triplés avec ces 3 médicaments. Et en deuxième ligne, moins sexy, mais quand même, c'est intéressant. On peut associer aussi, par exemple, un anti-angiogénique avec un inhibiteur de mTOR. Et bon, voilà, on tourne autour de nos médicaments habituels. Pour terminer avec le cancer de la prostate, donc le cancer de la prostate, ces 10-15 dernières années, on a fait énormément de progrès grâce à l'apparition de nouveaux médicaments, des nouvelles hormonothérapies, les chimiothérapies qui sont là depuis 25 ans et qui sont toujours utiles, la radiothérapie métabolique, les inhibiteurs de PARP. On a des médicaments qui ont prouvé leur efficacité dans les formes de résistance à la castration. Et comme habituellement dans toutes les pathologies cancéreuses, eh bien, on les voit remonter le courant, on les fait de plus en plus tôt. Ce qui a conduit à une nette évolution dans une forme de cette pathologie qui était moins fréquemment mentionnée auparavant dans les congrès, qui était la forme métastatique hormonosensible, parce qu'avant on les mettait sous hormonothérapie, on attendait qu'ils deviennent résistants à la castration pour les assaisonner avec de la chimio ou d'autres thérapeutiques. Aujourd'hui, grâce au progrès qu'on a fait ces 10-15 dernières années, les traitements viennent plus tôt, et aujourd'hui on a un organigramme très 20e siècle qui dit gros volume, bas volume, en gros, grâce à la scintille et au scanner, et on décide du traitement, double hormonaux, plus ou moins chimio, en fonction de ça. Et là, je vais juste vous présenter cette diapo que j'ai empruntée à un de ces organismes, parce que je la trouve très bien faite, qui nous rapporte les résultats des congrès. Eh bien, on n'est pas au niveau des pneumos, mais on va quand même un peu démembrer ces patients. Et là a été présenté notamment à l'ESMO l'étude Capitello 281, où on a chez les patients qui ont une mutation de PTEN, on a la possibilité de faire du PSMA très tôt. Alors, on ne l'a pas encore en pratique, mais dans cette étude PSMA addition, le lutécium PSMA est fait beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. On va utiliser les inhibiteurs de PARP chez les patients mutés ou non de plus en plus tôt. Vous voyez que les résultats d'OS sont en attente pour la plupart de ces études, mais il est tout à fait possible que dans les 2-3 ans qui viennent, on ne dise plus c'est un cancer de la prostate métastatique hormonosensible de haut volume, mais dire il est muté PTEN ou il a une mutation de BRCA ou il fixe le PSMA, et on adaptera la prise en charge à ces patients. Donc j'espère que dans 1 an ou 2, quand je reviendrai, j'aurai le même tableau que Julien pour le cancer de la prostate. Voilà. Merci beaucoup Loïc. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci Loïc, j'ai une question sur Capitello et l'altération PTEN, c'était en immunohistochimie. Immunohistochimie ? Ouais. D'accord, ok. Parce que c'est pas vraiment superposable avec le NGS en CENO en tout cas. Ouais. Ça a été fait dans des études. Il faudra voir vraiment l'étude en détail. En tous les cas, j'ai discuté avec, je ne sais pas s'il est là, avec le monsieur du laboratoire tout à l'heure. On a regardé, c'est de l'immunohistochimie. Et en fait, il semble en plus qu'en fonction
du pourcentage de cellules déficientes en P10, l'efficacité sont encore supérieures. Mais dans leur étude, c'était bien de l'immunohistochimie. Ok, d'accord. Merci. Il n'y a pas des mutés AKT ou des mutés PI3 kinase? Je ne pense pas, c'est encore une fois à approfondir, mais comme c'était de l'immunohistochimie, je pense que oui. Et la stratégie sur le ctDNA, c'est chouette ça. Ouais, parce que là, tu peux avoir des patients à qui tu donnes le produit vraiment lorsqu'il le faut, quoi. Bon, mais super. Et les autres n'en ont vraiment pas besoin. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vraiment pour discriminer. C'est. Merci. Donc, Sarah Bétriand sur la gynéco. Bonsoir à tous. Alors, pour la gynéco, je vais être finalement assez brève. J'ai fait le choix de sélectionner pour vous que des choses qui concernent l'ovaire, et notamment l'ovaire résistant au sel de platine. Il n'y a pas eu vraiment d'infos croustillantes sur l'utérus, que ce soit au niveau du col ou de l'endomètre. Donc j'ai gardé que l'ovaire. Les patientes qui ont un cancer de l'ovaire résistant aux platines, c'est-à-dire qui progressent dans les 6 mois de la fin de la chimiothérapie par platine, c'est actuellement une impasse thérapeutique. Selon les recommandations françaises et européennes, ces patientes, elles sont traitées actuellement par une monochimiothérapie, soit à base de Taxol hebdomadaire, de topotécan ou de KLX, et éventuellement associées, et même préférentiellement associées au bevacizumab si elles n'en ont pas reçu déjà en première ligne, selon les données d'une étude de 2014, donc qui est l'étude Aurelia. Malgré tout, les PFS, vous voyez, sont très faibles, à 3 à 6 mois, avec des médianes de survie globale aux alentours d'1 année. L'immunothérapie, elle a été beaucoup évaluée dans le cancer de l'ovaire avec que des résultats négatifs, que ce soit en première ligne ou en rechute. Donc on voit qu'il y a eu à peu près 5 études sur les dernières années en rechute avec toujours des résultats négatifs. Néanmoins, là, sur la dernière année, on a eu le développement d'un premier ADC, qui est le mirvetuximab soravtansine, qui est un ADC qui cible le récepteur au folate alpha, et qui a montré, c'est l'étude Mirasol qui a été présentée à l'ASCO, qui a montré un avantage en survie globale de 4 mois chez des patientes qui surexpriment le récepteur au folate alpha à plus de 75%. Et chez les patientes résistantes, pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond à peu près à 30% des patientes résistantes qui peuvent bénéficier aujourd'hui, dans le cadre de l'accès précoce, du mirvetuximab soravtansine. 3 axes de développement qui sont intéressants là, et qui ont été présentés à l'ESMO. La première, c'est cette étude, donc la Keynote B96, qui a été présentée en session présidentielle et donc qui s'intéresse à cette population de patientes platine résistantes. Donc elles progressent moins de 6 mois après la fin du platine et elles peuvent avoir été traitées notamment en traitement de maintenance par inhibiteur de PARP, par bevacizumab ou par immunothérapie. Et donc les patientes étaient randomisées entre Taxol hebdomadaire, donc qui est notre standard de traitement, plus ou moins associé à l'Avastin, et pembrolizumab ou dans l'autre bras placebo. Critère de jugement principal, c'était la PFS, et critère de secondaire, l'OS. Les patientes, donc plus de 600 patientes ont été incluses dans l'étude avec une représentation homogène dans chaque groupe, un statut PDL1 qui est ce qu'on voit à peu près dans l'ovaire, 70% de score CPS supérieur à 1. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a on avait le choix investigateur de l'utilisation de l'Avastin. Il y a 73% des patientes qui ont reçu l'Avastin, donc qui ont reçu a priori le traitement standard optimal jusque-là selon l'étude Aurelia, et des patientes qui avaient été primo-traitées pour près de la moitié déjà par Avastin en maintenance en première ligne, et à peu près 35 à 40% des patientes qui avaient reçu des inhibiteurs de PARP. Sur son critère donc, de jugement principal, qui est la PFS dans la population CPS supérieure à 1 et dans la population globale, l'étude elle est positive. Bon, voilà, certes avec des gaps qui sont modestes, mais un avantage qui est significatif en survie sans progression, avec une diminution du risque de rechute d'environ 30%, que ce soit pour la population CPS supérieure à 1 et pour la population globale. En critères de jugement secondaire, on a les premières données de survie globale, uniquement dans la population CPS supérieure à 1, avec des données qui ne sont pas matures pour la population globale, mais en tout cas, un avantage significatif en survie globale à l'association pembrolizumab
Taxol, donc plus ou moins B20, versus le placebo avec une diminution du risque de décès de 25% et un avantage à peu près de 10% en survie globale à 12 mois et 18 mois. Donc enfin, on a une première étude positive d'immunothérapie dans les cancers de l'ovaire. Donc ça fait un moment qu'on l'attendait. Ce qui a été notamment soulevé, c'est qu'en plus de ça, c'est en comparaison au traitement optimal qu'on connaissait jusque-là, qui est le Taxol, puisque 75% des patientes ont aussi eu l'association bevacizumab, donc qui est vraiment le traitement standard actuel, et avec des médianes de survie qui n'avaient jamais été atteintes avec n'importe quel médicament testé chez les platines résistantes, donc globalement de 18 mois. Alors jusque-là, on était plutôt aux alentours de 9-12 mois. Donc première étude intéressante, en tout cas premier axe, enfin une étude positive avec l'immunothérapie dans les cancers de l'ovaire. La deuxième étude, c'est une mise à jour de l'étude Rosella qui, elle, s'intéresse au relacorilant, qui est un médicament oral qui cible le récepteur au glucocorticoïde, qui est surexprimé dans de nombreux cancers, notamment de cancer de l'ovaire, et qui participe à la prolifération cellulaire et à la résistance au traitement. Et en fait, la combinaison à la chimiothérapie, et notamment au taxane, potentialise l'effet du médicament. Il y a un effet synergique pro-apoptotique avec la combinaison à la chimiothérapie. Donc on avait cette première étude qui est donc l'étude Rosella qui a été présentée à l'ASCO cette année, je crois, qui associe donc le relacorilant au nab-paclitaxel, donc à l'Abraxane, qui est un traitement que nous, on n'utilise pas puisqu'on utilise le Taxol hebdomadaire. Mais pourquoi l'Abraxane? Pour s'affranchir justement de la corticothérapie qu'on donne en traitement préventif anti-allergique, puisqu'on va cibler la voie du cortisol par le médicament. Donc, les patientes qui étaient atteintes d'un cancer de l'ovaire platine résistante étaient randomisées entre relacorilant plus Abraxane versus Abraxane en monothérapie. Et cette étude donc, qui a été présentée à l'ASCO puis publiée dans la foulée est positive en survie sans progression et en survie globale avec une diminution du risque de décès d'environ 30% qui est significative et des médianes de survie qui sont aux alentours de 15 mois, en sachant que je viens de vous dire à peu près 18 mois avec l'étude avec le Pembro. Donc là, on a eu la mise à jour de cette étude. Bon, c'est une mise à jour sur un sous-groupe de patients qui est, nous, un sous-groupe de patients d'intérêt. C'est les patientes qui ont progressé sous PARP ou qui ont déjà reçu des PARP inhibiteurs. On sait que les patientes qui ont déjà reçu des PARP inhibiteurs et encore plus celles qui progressent sous PARP inhibiteurs, c'est des patientes qui sont de très mauvais pronostics avec une chimiosensibilité derrière qui est très très faible. Et donc en fait là, ils ont actualisé ils ont donner les données du relacorilant dans ce sous-groupe de patientes qui progressent sous PARP inhibiteur et l'étude reste positive, donc ce qui est un signal encore d'efficacité du traitement chez ces patientes-là. Et enfin, pour terminer, 3 études. Je vous ai mis sur la même dia pour ne pas vous faire de détails supplémentaires parce que globalement, c'est à peu près les mêmes designs. Donc, 3 ADC en phase précoce, un peu plus avancé pour le dernier. Donc, l'AZD 5335, c'est l'étude Fontana qui évalue un antirécepteur au folate alpha, donc comme le mirvetuximab sur anfotensin. Le Napistar, ça cible un transporteur ionique, le NaPi2b. Et Rejoice, c'est le raludotatug deruxtecan qui cible le CDH6. Ces 3 ADC ont le même payload, c'est un inhibiteur de topoisomérase. Et donc sont évalués chez les patientes qui ont un cancer de l'ovaire platine résistante, qui sont globalement les mêmes profils de patientes dans chaque étude, assez multitraités, 2e voire 3e ligne, qui ont déjà reçu pour la plupart des PARP inhibiteurs, qui ont déjà reçu de l'Avastin, qui ont parfois reçu un autre ADC dans le cadre d'un essai clinique. La constante qui est remarquable quand même pour ces 3 études, c'est les taux de réponse qui sont quand même assez intéressants, qui sont de l'ordre de 50 à 60%, avec des toxicités qui sont globalement similaires. Après, on a le même payload, donc avec des toxicités essentiellement digestives et hématologiques qui sont plutôt modérées ou en tout cas facilement gérables aux différents niveaux de dose étudiés, en particulier avec un petit point d'intérêt pour celui-ci parce que le NaPi2b, il y avait un ADC qui a été développé
je dirais, il y a 2-3 ans, une phase précoce qui s'est terminée précocement, si on peut dire, pour des raisons de toxicité hématologique sévère avec je crois 2 décès toxiques. Donc voilà, avec ce nouveau médicament, en tout cas, on n'a pas ce souci-là a priori, et en sachant que dans ces études, il n'y avait pas de sélection sur le niveau d'expression de la cible, et donc avec une efficacité qui semble être homogène, quel que soit le niveau d'expression de la cible. Donc, pour le développement dans le cancer de l'ovaire platine résistant pour cet ESMO, on a 3 nouveautés. L'immunothérapie, enfin, le relacorilant associé pas au paclitaxel, mais au nab-paclitaxel, et avec des données qui se confirment chez les patientes qui ont déjà reçu des inhibiteurs de PARP, et bien sûr le développement des ADC, avec toutes les questions qui vont après découler de tout ça. Quel biomarqueur, PDL1, CPS pour l'immunothérapie, est-ce qu'il faut surexprimer la cible pour l'ADC, des études de séquence après pour savoir qu'est-ce qu'on fait et dans quel ordre. En tout cas, ça donne des perspectives pour une niche pour lesquelles on n'avait jusque-là pas de traitement efficace. Voilà, col et utérus, pas grand-chose de nouveau, en tout cas rien qui va changer nos pratiques dans l'immédiat. Merci beaucoup, Sarah. Est-ce qu'il y a des questions sur les AD? Oui. Non, il y a des études. Non, oui, dans l'ovaire, oui. Oui. Ça ressort pas en fait. Celles qui bénéficient des PARP, c'est les patientes mutées, les patientes HRD, mais il n'y a pas l'immuno apporte rien de plus chez ces patientes-là. Après, il y a des études après combinaison, ADC, PARPI, tout va se combiner. On a essayé après de rajouter des PARPI à l'immuno en maintenance dans le poumon, et c'est strictement négatif. Mais enfin, bon, je pense que le poumon se prête moins aux PARP inhibiteurs que nous, on a les études et dans l'endomètre et dans l'ovaire. Voilà, dans l'endomètre, ça sort un peu sur certaines sous-populations, mais dans l'ovaire, chez les mutés et chez les HRD, elles n'ont pas besoin d'immuno, en fait. Très bien, super, les ADC... qui arrivent. Ça va changer quand même nos pratiques. Et en termes de tox, donc tu as montré là, les profils, mais c'est gérable en aube de jour. Oui. Là, les tox qu'il y a. Alors nous, on commence à avoir un peu l'expérience avec le mirvetuximab, donc celui qu'on a un accès précoce depuis l'année dernière. Celui-ci, il y a un petit peu de tox hémato. La tox, elle est surtout oculaire, mais bon, on a établi un réseau avec les ophtalmos de ville, mais c'est tout à fait gérable. Et en tout cas, sur les premières données là, des petites études de phase précoce, il n'y a pas de nouveaux signaux de toxicité. Alors sur tout ce qui regarde ces tox pulmonaires, les tox d'intérêt pulmonaire, ophtalmo, des choses comme ça, il n'y a pas de surtoxicité en tout cas. Parfait, merci beaucoup. De rien. Alors je pense que c'était le congrès de la CENO. donc Florence pour la CENO. Je vous ai fait très simple, hein. J'ai mis, je crois, 4 études, celles qui changent les pratiques. Attends, là, je suis en gynéco. C'est vous qui les envoyez, les diapos? Ah, pardon. Ok, je vois. C'est non, j'avais pas fait attention. Voilà. Donc pour la CENO, je vous ai mis 4 études. D'abord pour les cancers du sein HER2 positifs au stade précoce. Vous allez voir qu'arrive ce fameux trastuzumab deruxtecan là, voilà. En fait, il y a eu deux études en plénière, la Brest 11 qui l'évalue en néoadjuvant et la Brest 05 qui l'évalue en adjuvant. La première montre des études intéressantes, mais comme elle ne sera pas applicable en France, j'ai préféré me concentrer sur la DB05 qui va plutôt impacter nos pratiques en France. Actuellement, toutes les femmes qui ont un cancer du sein de taille supérieure à 2 cm et ou des ganglions atteints, vous savez, elles ont le néoadjuvant. En cas de PCR, faible risque de rechute, on poursuit avec le trastuzumab pour une durée totale de 18 injections. En l'absence de PCR, c'est le vieux ADC qui est le TDM1 qui réduit le risque de rechute. Donc ça, c'est la référence actuelle sur la base de l'étude Catherine avec des avantages en survie globale également. Et donc la DB05,
c'est les plus graves des non-PCR, c'est-à-dire qu'on y a inclus des patientes qui initialement étaient T4 ou avec ou sans atteinte ganglionnaire, ou bien des atteintes ganglionnaires majeures, N2, N3, ou bien des femmes en non-PCR, mais avec une atteinte ganglionnaire axillaire. Et on compare le TDM1 au TDXD pendant 14 injections en adjuvant. L'objectif primaire, c'était la survie sans maladie invasive, mais je vous ai mis plutôt l'objectif secondaire en courbe pour aller plus vite, qui est la survie sans maladie à distance. Vous voyez, avec à 3 ans, un delta de 8,8%, puisqu'on passe de 83 à 92% avec le TDXD. Donc c'est quand même un hasard ratio à 0,47, tous les sous-groupes en bénéficient. Et ce qui est intéressant, parce que beaucoup de nos patientes, vous savez, vont rechuter sous la forme de métastase cérébrale, c'est qu'on réduit vraiment le risque d'événement cérébral à 17 avec le TDXD versus 25 avec le TDM1. Cela au prix d'une toxicité, notamment pulmonaire. Vous savez qu'on a nos PID et il y a eu 2 décès dus à des PID de grade 5 quand même dans cette étude. Donc si un jour il y a une AMM, et j'espère qu'elle l'est, parce que qu'elle va l'être, parce que l'étude est convaincante, on est en adjuvant, il va falloir perdre les patientes d'une toxicité pulmonaire. Donc les résultats de cette étude sont très convaincants. Et on peut imaginer que si on a une AMM, on va stratifier les patientes après le néoadjuvant en 3 groupes. PCR, trastuzumab, pas de PCR, mais N0, TDM1, et pas de PCR, N+, le trastuzumab deruxtecan, qui représentera une minorité de nos patientes, peut-être 10-15%, mais ça va être intéressant pour elles. Et voilà, il faudra être très, 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 très vigilant à la PID. Deuxième étude qui change les pratiques, cette fois, c'est pour les hauts risques, mais RH+, et HVR2 négatifs. Alors, on a déjà un remboursement de la bémaciclib, mais on a eu là une actualisation des données avec les premiers résultats en survie globale de l'étude Monarch-E, donc c'est quand même intéressant. Monarch-E, c'est des patientes, donc RH+, HVR2 nég à haut risque de rechute parce que plus de 4 ganglions atteints, ou entre 1 et 3, et grosse masse tumorale, plus de 5 cm, ou grade 3, peu importe. On les randomise entre hormonosol, abemaciclib 2 ans, donc un inhibiteur de CDK4/6. On savait que ça allongeait la survie sans maladie, enfin que ça améliorait la survie sans maladie invasive, avec un effet carry-over qu'on voit beaucoup en hormonothérapie pour le sein, je ne sais pas si vous avez pour la prostate en adjuvant. Plus le temps passe, plus l'écart se creuse. On le retrouve aussi quand on combine l'ABEMA à l'hormonothérapie avec, vous voyez, à 84 mois, un delta entre les 2 bras de 7%, un peu plus de 7%. Et surtout, on a eu les premiers résultats matures en survie globale avec un gain, alors en valeur absolue qui n'est pas énorme, 1,7%, mais un hasard ratio à 0,84. On réduit de 15% le risque de décès, c'est à peu près autant que les chimiothérapies. Et théoriquement, l'écart devrait se creuser avec un peu plus de maturité. Donc, ça renforce l'utilisation de l'abemaciclib pour les hauts risques. Donc, on a déjà l'AMM, mais ça, je dirais que ça nous... Enfin, il y a 2 questions. Il y a comment accompagner ces patientes, parce que c'est quand même de la toxicité de la diarrhée pendant 2 ans. Pour la reprise de l'activité professionnelle chez les plus jeunes, ce n'est pas facile. Ça survient après la chimiothérapie. Donc, il y a vraiment un intérêt dans chaque centre de soins à mettre en place des parcours pour bien accompagner ces patientes quand on sait que nombreuses sont celles qui arrêtent l'hormonothérapie toutes seules. Donc, l'hormonothérapie, en plus de la bémaciclib, il peut y avoir beaucoup d'arrêts. Et deuxièmement, quand on regarde les données en survie sans maladie invasive, il y a quand même à 84 mois, dans le bras contrôle, 70% des femmes qui n'ont pas rechuté. Donc si on pouvait un peu mieux sélectionner sur de la maladie résiduelle circulante ou mieux affiner celles qui en ont vraiment besoin, ça éviterait de le donner à tout le monde. Donc c'est un pas de plus, mais ça ne s'arrête pas là. Et je ne vous ai pas présenté, je vous l'épargne, les résultats de Nathalie, donc un inhibiteur de CDK4/6 aussi, conduite chez des femmes, la même population que Monarch-I, mais des femmes aussi un peu moins graves. On a eu les données en survie sans maladie à distance et invasive à 5 ans qui montrent à peu près les mêmes résultats. Les données en survie globale ne sont pas matures. Voilà, mais vraiment la place en adjuvant des CDK se conforte. Et ensuite, le parent pauvre en cénologie, c'est les cancers du sein triple négatifs en métastatique. Pour l'instant, les antitropes et le sacituzumab govitecan
a une place uniquement en deuxième ligne, pas en première ligne. Et on a eu les résultats donc, cette année de 2 études positionnant un antitrope en première ligne méta, le SACI avec l'étude Ascent 03 et le datopotamab deruxtecan avec la Tropion Brest 02. Mais ces SACI chez des patientes donc en première ligne triple négatif, non éligibles à une immunothérapie, donc score CPS-PDL1 pour nous inférieur à 10. Dans la Ascent 03 avec le sacituzumab govitecan, je vais vous le faire en bref, mais sachez que, parce qu'on ne peut pas comparer vraiment les 2 études, on n'a pas mis les femmes en rechute très précoce dans les 6 mois après l'adjuvant, et elles sont nombreuses pour les triples négatives. Le bras comparateur, ça pouvait être de la monothérapie, paclitaxel, mais aussi de la bithérapie, et vous verrez que près de la moitié des gens ont eu la bithérapie, carbo et gemcitabine. Vous verrez pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. L'objectif primaire, c'était la survie sans maladie invasive, la PFS, la survie sans progression. Et surtout, il y avait un crossover qui pourrait impacter plus tard la survie globale, puisque les patientes qui avaient la chimiothérapie à progression, quel que soit le pays, qui est le SACI ou pas dans le pays avec un remboursement, avaient accès au sacituzumab govitecan. Et je pense que c'est très... sur le plan éthique, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir mis ce crossover. Et dans la Tropion 02, donc conduite avec le datopotamab deruxtecan, on a certes mis des patientes qui étaient en progression dans les 6 mois, donc vraiment des très graves après l'adjuvant. Mais le bras comparateur, c'était de la chimiothérapie monothérapie, pas de carbogemzar. Donc c'est plaquetaxel, eribuline, capecitabine. Et il y avait un double objectif primaire, la survie sans progression et la survie globale, et pas de crossover. Voilà, les grosses différences, c'est ça. Dans la population, quand on regarde, dans ce que je vous disais, la moitié dans Ascent ont eu la bithérapie. Dans ces 2 essais ne reflètent pas la population d'aujourd'hui parce qu'elles ont été conduites au moment où l'immuno n'était pas donné en néoadjuvant. Il n'y a que 5% à peu près de patientes qui ont eu le Pembro en néoadjuvant et en adjuvant dans ces études. Voilà, c'est pareil pour la Tropion. Et voilà, qu'on administre le dato ou qu'on administre le SACI en première ligne, on améliore la survie sans progression. Alors, avec Ascent 3 et le SACI, on passe de 6,9 à 2,7 mois. Et avec le dato, l'écart est un peu plus important. On passe de 5,6 à 10,8 mois. Mais ce n'est pas la même population. Et puis surtout, il n'y a que de la monothérapie. Donc, vous voyez, dans le bras chimio standard, bras standard, ouais, la médiane de survie sans progression, elle a 5,6 mois dans les Tropion. Elle est un peu plus haute dans le bras, dans l'étude Ascent, je vais y arriver. Peut-être parce qu'il y a la bithérapie et pas que la monothérapie. Et on a les résultats en survie globale mature dans la Tropion Brest 02, puisque c'était l'un des objectifs primaires. Il y a une différence en survie globale. Alors on reste modeste avec les triples négatives. On passe de 18 à 23 mois. Il y a un delta de 5 mois. Et tout ça au prix d'une toxicité. Alors celle du SACI, on la connaît bien. C'est plus des diarrhées, la toxicité hématologique. Alors qu'avec le datopotamab deruxtecan, on a pas mal de mucites, beaucoup de mucites d'ailleurs, avec des grades 3 chez près de 10% des patientes et une toxicité oculaire qui n'est pas négligeable non plus. Par contre, on aura moins de toxicité hématologique. Voilà. Donc clairement, ces 2 études, elles positionnent les antitropes en première ligne des femmes qui ont un cancer du sein triple négatif, non éligible à une immuno, mais on avait Ascent 4 à l'ASCO qui le positionnait chez celles qui sont éligibles à l'immuno. Pas tout à fait extrapolable ces études aux patientes d'aujourd'hui, sauf pour les d'emblée métastatiques, qui étaient un tiers des patientes des populations de ces 2 études, parce que nos patientes en rechute aujourd'hui ont eu l'immuno. Elles ont eu l'immuno, elles ont eu 4 cytotoxiques, donc elles auront une maladie qui aura peut-être plus tout à fait la même sensibilité à l'ADC, ni même aux chimiothérapies d'ailleurs. Voilà. Et pour ceux qui éventuellement sont dans la salle et font de la céno, je fais un petit coup de pub pour vous dire que chez les plus graves des triples négatifs qui rechutent dans les 6 mois, on peut avoir accès aujourd'hui au sacituzumab govitecan en incluant les patientes dans une étude qu'on appelle eSide et qui est une promotion unique cancer. Voilà. Je m'arrête là. Après, il y a eu des données avec les CERD, mais j'ai fait... Bref. Merci beaucoup, Florence. Est-ce qu'il y a des questions sur la CNO ?
Pour les HER2, le TDXD, en dehors de sa tox pneumo, il va pas remporter tous les... En périopératoire, non, il ne va pas prendre toutes les parts de marché, non, il reste encore une place pour le traçu classique. Oui, parce qu'il y a une étude, la DB09 en néoadjuvant, mais le schéma, c'est la chimio standard avec double blocage anti-HER2. Prends ton micro, ouais. Le bras comparateur, c'était la chimiothérapie standard, on va dire séquentielle, avec un double blocage anti-HER2, trastuzumab et pertuzumab, qu'on n'a pas dans plein de pays, en particulier en France. Et le bras expérimental, c'était 4 cycles de TDXD suivis de 4 taxanes. Et on allonge la PCR, on n'a pas encore les données en survie globale. Donc je ne vois pas comment en France, cette étude, elle va impacter les pratiques. Et autant le garder, c'est quand même un médicament toxique. Alors, voilà, autant le garder, à mon avis, au plus grave en l'absence de PCR. En tout cas, vous avez en compris France, qu'il faut avoir un numéro de téléphone d'un pneumologue et d'un dermatologue, hein, globalement. Et des ophtalmos. Les ophtalmos et la mucite, c'est vrai que... Parfait, merci. D'autres questions? C'est bon. Merci beaucoup, Florence. Donc, Victor sur l'ORL et la thyroïde. Je crois que l'ORL. Alors, donc, ESMO 2025 dans les cancers ORL. Donc, ça a été un ESMO assez terrible pour nous. Ça a été beaucoup d'études négatives, mais ça nous a permis de faire le tri dans les molécules. On a enterré beaucoup de molécules. Et donc, je vais vous épargner toutes ces études négatives et je vais tricher un petit peu. Et en fait, je vais vous faire un post astro. Puisqu'en fait, la grosse actualité en ORL, c'était 15 jours avant l'ESMO, et c'est des résultats complémentaires de l'étude que je vous avais présentée il y a quelques mois, qui est l'étude Keynote 689, qui est l'étude du périopératoire en ORL, et c'est vraiment ça qui va changer les pratiques, donc je vais axer là-dessus. Donc je vous rappelle le design de cette étude, c'est les carcinomes épidermoïdes ORL de stade 3-4. Donc, donc en gros, c'est les patients T3, T4 ou N+. Donc, notre standard actuellement, c'est de les opérer et ensuite, en adjuvant, on leur fait de la radiothérapie. Et pour ceux qui sont à très haut risque, c'est-à-dire qui ont des marges à moins d'1 millimètre ou des ganglions en rupture capsulaire, on ajoute le cisplatine. Et donc, dans cette étude, on ajoutait à ça du pembrolizumab en périopératoire, 2 injections néoadjuvantes, 3 injections avec la radiothérapie plus ou moins le cisplatine et ensuite une phase vraiment adjuvante de pembrolizumab. Et en fait, donc cette étude était positive, ça a été présenté à l'ASCO, mais la question qui restait, c'était de savoir est-ce que le pembro il bénéficie à tout le monde ou bien que à ceux qui sont à très haut risque, c'est-à-dire ceux qui ont radio-chimio, ou est-ce qu'il bénéficie aussi à ceux à bas risque, c'est-à-dire ceux qui ont que de la radiothérapie. Donc, on a eu quelques données complémentaires. Donc, déjà, dans cette étude, il faut savoir que 95% des patients étaient PDL1 positifs. Et c'est important. Autre donnée importante, il y a 90% des patients qui ont pu être opérés dans les 2 bras. Donc, le fait de faire un peu d'immunothérapie néoadjuvante, ça ne réduit pas les chances d'avoir une chirurgie, d'être opéré, ce qui aurait pu être la crainte chez des patients avec des tumeurs avancées. Et on a eu des données complémentaires. On a su pourquoi les patients n'avaient pas été opérés dans les 2 bras. Et dans ceux qui avaient eu le pembro, en fait, il n'y a que 4% des patients qui avaient une maladie progressive ou alors et encore moins qui avaient une tumeur qui était devenue non résécable. Donc en fait, le fait de faire de pembro néoadjuvant, en fait, finalement, il n'y a que 5% des patients qui vont progresser dans cette période néoadjuvante et qui ne vont pas pouvoir être opérés. Ce qui est important par contre, c'est que quand ils sont opérés, on voit que quand ils ont eu du pembro, eh bien, on a des marges un peu meilleures. On est plus souvent R0 ou R1. Et ça réduit les facteurs de risque de mauvais pronostic. Si on regarde les patients donc sur la pièce opératoire qui étaient de très haut risque, c'est-à-dire qui étaient soit R1, soit des ganglions en rupture capsulaire, et bien en fait, quand on a fait du pembro en néoadjuvant, on réduit ça de 12%.
Et donc, c'est 12% de patients qui ne vont pas avoir besoin de cisplatine en adjuvant. Donc, c'est une certaine désescalade du traitement. De la même façon, on a une certaine désescalade de la radiothérapie, puisque comme on a moins de facteurs de haut risque, les radiothérapeutes ensuite en adjuvant feront un petit peu moins de doses. Et donc, on voit qu'en adjuvant, les radiothérapeutes, quand il y a eu du Pimbro, ils ont fait une médiane de 60 gray versus 66 gray dans le bras standard. Et donc aussi, on a une certaine désescalade de la radiothérapie, donc ce qui est important pour la toxicité ensuite. Et donc voilà le résultat principal de cette actualité, c'est qu'en fait, on voit que l'ajout du pembrolizumab, il y a un bénéfice qu'on soit de bas risque ou qu'on soit de haut risque. Et avec la même ampleur, le hazard ratio, il est identique. Et donc, en fait, l'ajout du Pimbro, il bénéficie aux deux groupes, à ceux qui auront radiochimio et à ceux qui ont radiothérapie seule. Et donc, ça, c'était une information majeure. Après, en termes de toxicité, on a eu pareil la différence entre les bas risques et les hauts risques. Ce qu'on voit, c'est que dans les hauts risques, il n'y a pas d'augmentation de la toxicité parce que chez ces patients-là, la majorité de la toxicité, en fait, elle est portée par le cisplatine. Par contre, pour les patients qui n'ont que de la radiothérapie, low risque, là, on voit que quand même, on majore les toxicités de grade 3 et 4 de plus de 12%. Donc, chez ces patients, attention, on améliore l'EFS, mais par contre, on rajoute de la toxicité. Et donc, suite à cette actualité, on a eu là, il y a une semaine, l'AMM européenne pour le pembrolizumab en périopératoire pour les patients avec un CPS supérieur ou égal à 1. Et donc maintenant, ça va être décliné dans les différents pays en Europe et on devrait avoir l'AMM, enfin le remboursement, pardon, en France courant d'année 2026, on espère. Et je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus, l'étude a été publiée dans le New England en juin dernier, où il y a tous les détails de l'étude, parce qu'il va falloir se préparer, c'est en termes d'organisation avec les chirurgiens, pour implémenter le néoadjuvant, qui n'est pas du tout une pratique que nous, on avait en ORL jusqu'à présent. Je reviens à l'ESMO, parce qu'il y a quand même eu une étude intéressante. Une molécule qu'on a piquée au pneumologue, c'est l'amivantanab. L'amivantanab, c'est un anticorps bispécifique anti-EGFR anti-MET. Et donc, il a l'avantage de s'administrer en sous-cutané. Et donc, on a eu les résultats d'une étude de phase 1-2 multicohorte qui s'appelle l'étude Origami 4, qui s'intéresse aux patients carcinome épidermoïde en rechute ou métastatique. Et donc, c'est une étude multicohorte. Et là, on a eu les résultats de cette cohorte-là. Et donc, on est en 2e ou 3e ligne chez des patients HPV négatifs, après anti-PD1 et après celle de platine. Et on a eu des résultats très très précoces parce que c'est une étude qui a inclus 86 patients, mais ils nous ont présenté les résultats d'efficacité chez ceux qui avaient eu au moins 2 scanners, et en fait c'était que 38 patients qui avaient eu que 2 scanners, donc ils ont présenté vraiment leurs résultats très très tôt. Ce qu'on voit dans cette étude, donc médiane follow-up 3,5 mois, comme je vous disais. Les patients avaient eu 1 ou 2 lignes, un peu de tout dans les cancers. Et donc, en termes de toxicité, on a les toxicités habituelles des anti-EGFR, c'est-à-dire le rash acnéiforme, les paronychies, les diarrhées, la mucite. Hop. Et en termes d'efficacité, donc là on est en 2e ou 3e ligne, on a un taux de réponse de 45% en monothérapie, hein, c'est l'amivantanab tout seul. Ce qui est très intéressant parce que c'est habituellement le taux de réponse qu'on a en première ligne en ORL sur les associations chimio-immuno. Donc c'est vraiment une molécule qui a l'air intéressante avec une efficacité très rapide parce qu'avec un temps à la première réponse de seulement 6 semaines, donc on a vraiment des réponses tumorales qui ont l'air rapides et importantes, donc une molécule intéressante. Et avec une PFS qui était là de l'ordre de 7 mois, ce qui en 2e, 3e ligne en ORL est très long, et une médiane de survie qui n'était pas atteinte. Et donc, suite à ces résultats-là, ils nous ont annoncé qu'ils allaient démarrer une étude de phase 3 randomisée. Et donc, ils passent directement en première ligne. Les phases 2, ça n'existe plus. Dès qu'on a un signal, on passe en phase 3 randomisée. Et donc, c'est l'étude Origami 5 qui va débuter l'année prochaine. Et on sera chez les patients donc HPV négatifs, première ligne. Et ça va comparer notre standard, platine 5 FU Pimbro, versus platine
amivantamab, Pimbro, on supprime le 5-FU. Donc en première ligne, en ORL. Et donc nous, en ORL, on n'a pas tellement d'ADC, mais on a les bispécifiques qui sont vraiment à la pointe. Et en particulier, on a 3 bispécifiques différents qui sont en étude de phase 3 randomisées en première ligne. On a le petosantamab, le ficerasup alpha. Et donc maintenant, c'est un 3e candidat qui vient essayer de détrôner le Pimbro et la chimio-immuno en première ligne. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait en ORL. Je vous épargne toutes les études négatives. Hop. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Victor. Des questions? Nous, l'amivantamab, on est quand même... vous l'avez utilisé, c'est que ça chauffe quand même, faut bien le dire. C'est ce que les investigateurs... Alors moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais les investigateurs, ils avaient l'air de dire que c'est toxique et beaucoup plus que ce qui a été rapporté en fait là. Enfin, nous, on est un peu réticents parce que c'est pareil, dans les maladies avancées, est-ce qu'il faut infliger cette tox aux patients? Quelle est les tox que vous avez vu? C'est vraiment, enfin nous, c'est Vincent Cibot là, qui nous envoie pas mal parce que c'est vraiment le cuir chevelu, la peau, les mucites terribles. Là récemment, on a hospitalisé quelqu'un avec des ulcères nécrosants au niveau des jambes. Enfin, c'est... là, j'en ai vu une hier, elle peut plus se déplacer qu'avec un masque de ski teinté parce qu'elle a fait une kératite majeure. Enfin, c'est quand même... après, les résultats sont bien. Je pense qu'il faut peut-être identifier des patients chez qui ça peut marcher, mais waouh, c'est quand même... et en plus, ils mettent la chimio avec l'association. Avec la chimio, Pimbro plus amivantamab, ça risque d'être compliqué. High maintenance. Alors bon, je crois que c'est pas prévu, mais qui était rentré par. Enfin, Johnson, c'est quand même un développement assez agressif, je trouve. Et d'ailleurs, c'est les seuls à se positionner avec de la chimio parce que globalement, la tendance en ORL, c'est d'essayer de se passer de la chimio en première ligne et de faire bispécifique plus Pimbro, en gros, sans chimio. Et là, eux, ils ont pris le choix de garder la chimio. Bon, voilà, ce qui peut poser question aussi. Il y a même eu des topos sur l'amivantamab où ils comparaient le temps gagné. Effectivement, si tu fais plus 3 mois en PFS, et le temps passé chez l'ophtalmo, chez le dermato, en hospice et tout ça, est arrivé à une somme à peu près nulle, en fait, enfin une différence. C'est vrai que nous, on les a beaucoup en hospice, les patients sous amivantamab, c'est entre nous et le service de dermato ou Vincent ici. Bon, à voir, mais enfin, ça se tente. Bon, ils sont candidats. Mais ce qui est bien avec le patient RL, c'est qu'ils se plaignent pas trop. Oui, c'est ça, c'est peut-être pour ça que ça... Très bien. Question pour Victor. Donc c'est bien d'avoir tous ces changements. Et on finit par les phases précoces. Par notre expert, Carlos. Le plus élégant de la délégation toulousaine à l'ESMO. Donc, bonsoir. Donc, j'ai le plaisir de vous montrer les résultats des essais précoces sélectionnés. Les critères de sélection, c'était de l'impact, s'ils s'étaient présentés en séance orale ou présentation profère-poster. Et après, si elle était disponible à l'oncopole pour que ça puisse avoir un impact sur les patients. Donc, les premières, c'est mon chouchou, c'est un nouveau médicament c'est un bispécifique agoniste β6, β10 T-cell. Qu'est-ce que ça coûte? Donc, il faut penser ces médicaments, c'est un T-cell engager, c'est un anticorps qui touche le TCR, donc les récepteurs spécifiques de reconnaissance des antigènes des lymphocytes T. Il faudra penser que c'est un TILS sin l'infusion de TILS, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Donc les TILS, vous vous souvenez des autres types de tumeurs, notamment les mélanomes. On résèque la tumeur, on sépare les lymphocytes, on les active, on les booste au IL-2
et on reperfuse en attendant qu'il y ait une réponse. Ici, on n'extracte pas de la tumeur, mais on profite d'une sous-population des lymphocytes, que c'est celle-ci, β6, β10, des T-cells qui occupent à peu près 10% de le pool de lymphocytes total du corps. Et donc, la réflexion ici, c'est on va activer 10% de tous les lymphocytes. Certains de ces lymphocytes seront aux côtés de la tumeur. Et donc, on va les activer et on va pouvoir générer des réactions immunitaires. Donc, ce TC cherche donc à activer ces lymphocytes. Alors, c'est un biais spécifique. Il y a une autre partie que c'est un IL-2. Donc, l'IL-2, c'est pour stimuler donc, la réplication de ces lymphocytes. Donc, cela anticipe beaucoup de réactions à la perfusion parce qu'on a l'activité de la cytokine l'IL-2 plus une expansion rapide de 10% de lymphocytes T de l'organisme, ce n'est pas anodin. Et donc, des réactions comme cela, on essaie précoce, au contraire de dans les autres types de tumeurs, on aime. Donc, qu'est-ce qu'ils sont ciblés? On a ciblé plutôt des tumeurs ayant une chance d'être plus de chances ou des possibilités d'être reconnues par le système immunitaire. Tout de même, quand on fait l'expansion de 10%, on fait les paris que parmi ces 10%, on aura un biais gagnant, c'est-à-dire un T-cell qui est capable de reconnaître des antigènes tumoraux. Et donc, on sélectionne des tumeurs TMB high et MSI. Et donc, l'essai clinique, donc la première partie d'escalade des doses a été directement sur ce type de patients. Sur cette population sélectionnée sur 7 arguments seulement, on a observé de l'activité dans les cancers du côlon, dans le cancer, dans les cancers donc, de certains cancers gastriques, des poumons, et des autres types de tumeurs, dont le cancer du sang triple négatif. Donc, certains de ces patients, ils étaient résistants aux anti-PD-1, des autres, comme les tumeurs du côlon, parfois TMB high, et ils ne l'étaient pas. Donc, et ça sont des patients qui sont présentés des réponses de bonne qualité selon les critères RECIST. Donc, cet essai il est actuellement en escalade et en expansion, excusez-moi. Il est disponible à l'Oncopole et il est surtout orienté aux patients poumons, TMB high, toutes CPS. Bien sûr, en échec des lignes classiques, jusqu'à 3 lignes maximum. Dans les côlons MSI, et dans les côlons TMB high. Petite nuance, les côlons TMB high, les deux côlons, elles ne doivent pas avoir de métastases hépatiques parce que c'est un marqueur de résistance. Et on a vu que les patients répondent bien moins avec cela. Donc, ce n'est pas tout à fait évident. Donc, ça s'accumule des choses. TMB high, dans les côlons, c'est combien, Nadim? 10% au maximum. Et dans les poumons, je ne sais pas avec quelle fréquence vous faites du TMB, sauf si vous le faites. Oui, si par hasard il y a un Foundation Medicine quelque part, tu peux éventuellement l'avoir. Donc, intéressant, on a fait des biopsies séquentielles et on voit qu'effectivement, dans la tumeur, il y a l'expansion de cette sous-population qui passe de 11% à 42%. Donc, il y a une preuve de l'effet. Par contre, ici, Inès ne me laissera pas mentir, ça chauffe au niveau de la première et deuxième administration. Beaucoup de CRS, grade 2, des hypotensions bien tolérées, mais prolongées, qui font plus peur aux médecins qu'aux patients, mais qui sont là. Deuxième choix, un anticorps conjugué parmi des autres. Celui-là, il s'appelle DS3939, c'est aussi des Daiichi, une structure très similaire, voire exactement pareille que les trastuzumab deruxtecan. Dans ces cas-là, la cible, c'est MUC1. Alors, qu'est-ce que c'est MUC1? Les anapathes les connaissent certainement, mais sont des glycanes qui sont au niveau surtout des épithéliales, par exemple les entérocytes, et qui sont des glycoglycanes
assez bien ordonné. Après, quand elle devient une cellule tumorale, ça c'est des organismes, c'est plus polarisé, il est un peu partout, il est très fractionné, il y a une glycosylation aberrante. Et l'anticorps, il est capable de faire la distinction, on dit, entre ceux-là. C'est un marqueur qui est assez présent dans différents types de tumeurs. Voici les graphiques, mais on va retenir en grande ligne la vessie, les poumons et l'ovaire. On a observé dans un CNC d'escalade de doses, il y a de 1 à 10 mg. Il a été observé des réponses à partir de 2 mg et surtout dans les cancers du poumon et les cancers de l'ovaire. Beaucoup moins de réponses dans les côlons et le pancréas. C'est bien que ce soit un tumeur qui exprime beaucoup, peut-être pour le fait qu'il était déjà exposé au irinotecan, par mémoire. Donc, le payload, c'est un topoisomérase 1. Donc, on peut bien imaginer une résistance croisée. Par contre, il y a les problèmes de la pneumopathie interstitielle, donc 15%. Donc, on vient de parler avec les trastuzumab deruxtecan, donc des molécules très similaires. Cela a augmenté, c'était aux alentours de 9-10%. Là, c'est 15%. Et il y a des décès, malheureusement, y compris ici, pour des toxicités pulmonaires. Donc, c'est quelque chose qu'elle est à prendre très au sérieux et qu'elle peut mettre des difficultés à la gestion. On est en train d'essayer différentes choses, par exemple, dans les cancers de poumon, essayer d'éviter les patients qui ont eu des radiations pulmonaires. Il semblerait avoir une connexion ici, mais ce n'est pas très, très clair. Bon, je reviens donc à l'efficacité. Pensez-y, actuellement, il y a encore d'expansion poumon, donc ce n'est pas nécessaire de connaître les statuts du marqueur parce qu'ils considèrent qu'ils sont tous positifs au moins, ou presque tous positifs au moins score 1. Par contre, il faut avoir la possibilité de faire une biopsie avant d'inclure les patients. Pourquoi? Parce qu'il faut développer les scores. Et il y a aussi, bon, là ça vient de s'arrêter, mais il y avait aussi de la vessie. Mais vous pouvez donc nous consulter. Passons donc aux thérapies ciblées. Donc, je reprends un angle un petit peu différent, pas beaucoup, de KRAS G12D déjà mentionné. Voilà pour rappeler la fréquence, la forte fréquence qu'il a déjà mentionné Nadim pour le cancer du pancréas et des fréquences non négligeables dans les côlons et les poumons. Et donc, ils les ont présentés dans le cadre de séances essais précoces. Ces deux molécules, un HRAS 4642, essai chinois, et je vais m'axer un peu sur les INCB 16-17-34. Donc ça, c'est un traitement qui est un inhibiteur on-off de KRAS G12D. Ça, c'est une chose importante. Vous allez entendre que c'est une différence à prendre en compte pour les différents inhibiteurs KRAS. Est-ce qu'on bloque dans un site qui ne varie pas s'il est activé par la phosphatase GTP ou pas. Après, et là, donc on présente ici les résultats de la phase 1. Ici, dans les tableaux, c'est pour comparaison les réponses des autres inhibiteurs KRAS G12D qui ont déjà été présentés dans des autres congrès. L'idée générale sont des belles réponses, notamment dans les cancers du pancréas, qui vont entre 23 et 33% en monothérapie. Donc, celui-là, ce sont les réponses toutes tumeurs confondues. On note donc la présence de côlon, pancréas et cancer de l'ovaire. Et ici, c'est dans la cohorte pancréas. Et comment essayer de démontrer comment il y a la dose, la majoration de la dose, donc 1200 versus 600, il y a plus de réponses, donc une réponse dose dépendante, c'est toujours bien à savoir. Donc actuellement, cet essai il est disponible à l'Oncopole. On est malheureusement à la dernière partie, à la cohorte d'expansion, et on n'a pas de place en monothérapie. Il y a des possibilités
mais c'est toujours difficile parce qu'on n'a pas forcément l'NGS au moment du diagnostic, de traiter des pancréas en première ligne, KRAS G12D, en association soit par le gemcitabine nab-paclitaxel, soit par une folfirinox modifiée. Donc, elle est en escalade des doses. Donc, si jamais il y a la possibilité d'avoir un NGS au moment du diagnostic, parce que c'était un tumeur resséquée, bon, je ne sais pas. Donc, KRAS G12D, faites-nous savoir, il est possible. Et donc, après, il y a la petite lettre que je dois toujours vérifier, mais il est possible d'inclure les patients à partir d'un 2e cycle. Donc, s'il y a, par exemple, vous commencez une chimiothérapie, vous identifiez les patients, on sait qu'on peut avoir une place, ce n'est pas nécessaire que vous retardez le début d'une chimiothérapie, et après, on rentre la molécule rentre à partir du 2e cycle. Après, il faut s'organiser qu'on utilise les mêmes types de chimiothérapie. Bon, difficile, mais possible, et probablement on va le voir dans le mois à venir dans les cancers du côlon. Alors, toujours dans les groupes thérapie ciblée, la synthetic lethality, je ne sais pas trop bien faire la traduction, mais la synthetic lethality, c'est qu'on profite d'une anomalie présente dans la tumeur. L'exemple classique, c'est par exemple la mutation BRCA. Donc la mutation BRCA, ce qu'elle fait, c'est que ça provoque des erreurs de réparation de l'ADN. Si on met un inhibiteur PARP, on coupe donc le 2e pied, donc on a la mutation d'une part, on coupe l'autre, on crée une anomalie que la cellule tumorale ne peut pas supporter, et c'est pour ça que ça s'appelle la létalité synthétique. Bien, donc ce concept, elle est intégrée pour différents types de molécules. Ici, je vais vous en parler de l'HRO 0761. Donc, cette molécule, c'est un inhibiteur de la VNR, ou Werner kinase. Donc, ça, c'est indiqué, ça a été testé dans les tumeurs MSI. Donc, rappelons une chose, on entend MSI, on dit immunothérapie. Mais MSI aussi, ça veut dire des erreurs au niveau de la réparation de l'ADN, qui a abouti à qu'il y a plus de néoantigènes et que ça puisse être reconnu par le système immunitaire. On sait qu'il répond moins bien à la chimiothérapie. Donc, en cas d'échec de l'immunothérapie, il y en a besoin d'autres alternatives. Donc, ici, il rentre le concept de la synthetic lethality. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente les dégâts pour provoquer l'apoptose. Donc, il y a il y a beaucoup d'ADN, comme il y a beaucoup de réplication, il y a beaucoup d'ADN qui est exposé et qui est en train de faire de la transcription. Donc, si on bloque une des protéines qui est impliquée dans cette réparation, c'est un point faible, on rentre et on provoque donc de l'apoptose. Cette molécule a été testée dans différents types de tumeurs, mais globalement MSI, surtout des colons, mais aussi des non-colons. Et on a observé des belles réponses, un temps, pas beaucoup, des réponses partielles, mais une durée de contrôle de la maladie qui n'était pas négligeable. C'était vraiment de plusieurs semaines. Ils étaient évalués aussi de l'ADN circulant et ça a été observé que une majorité, à la moitié des patients avaient en clairance fait disparaître l'ADN circulant, ce que témoigne que probablement on est en train de toucher bien cette cible. Après, concernant les effets secondaires, sont tous ceux qu'on voit dans des médicaments qui touchent la réplication cellulaire, nausées, vomissements, et parmi les autres, les plus fréquents. Donc cet essai, il est disponible à l'Oncopole. L'investigateur principal, c'est Nadim Fares. Il est axé surtout sur les colons, MSI, mais il est possible de traiter autre type de tumeurs. Donc, pensez-y à la gynéco, par exemple, qu'il y a pas mal de NSI. Et pour finir, j'aime bien mettre quelque chose. J'ai déjà touché un mot l'année dernière. C'est l'association d'une meilleure réponse à l'immunothérapie dans les cancers de poumon et les mélanomes chez les vaccinés par les vaccins contre le Covid, ARN.
Donc, c'était une chose qu'ils avaient donné des premiers résultats. Là, ils l'ont publié, ils l'ont représenté en complet avec des analyses sur des modèles et ils ont publié chez Nature. Donc, ce qui s'était observé, que des gens qui s'étaient vaccinés aux alentours du début d'un traitement par immunothérapie pour des tumeurs immunosensitives, et ils allaient une meilleure survie. Ils sont allés un peu plus loin pour voir qu'est-ce que ça voulait dire. Regardant les détails, ils ont vu que toutes les sous-populations ont bénéficié, mais la plus grosse différence, on les voyait dans les poumons dites froids, cold, avec un TPS de moins de 1%, bien qu'elle avait un bénéfice globalement dans l'ensemble. Donc, ils ont regardé sur des modèles murins pour essayer de mieux expliquer. Il y a des explications, toujours, c'est quelque chose qu'on met les pièces dans l'ordre, mais globalement, l'impression, c'est que quand on donne, donc on a une cellule, un tumeur qui ne détecte pas, le système immunitaire ne le reconnaît pas, l'effet de les stimuler et générer un syndrome de sécrétion de l'interféron alpha global fait que sur certaines cellules dans la tumeur, des lymphocytes dans la tumeur, elles puissent s'activer et se mettre à faire un bystander effect et commencer à reconnaître le système la cellule tumorale à côté. Il était aussi observé comment ça augmentait les niveaux de PD-L1 chez les patients, qu'ils étaient à 100 jours de l'administration de vaccin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont vu des patients et l'ont qualifié. Est-ce que vous avez reçu un vaccin dans les... Je ne me souviens pas si c'était plus ou moins 100 jours du début des traitements. Et ils l'ont comparé historique, donc pendant 3 ans. Et des patients qui ne l'ont pas reçu. Et ceux qui ont observé que tout le monde qui avait reçu les vaccins, dans les 100 jours, ils avaient des TPS beaucoup plus importants que les autres types de tumeurs. Donc, affaire à suivre, mais si vous avez des patients nouvellement diagnostiqués, réticents à se faire vacciner, et là qu'il commence la période, vous pouvez peut-être commenter ces résultats. Et donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Ouais, elle est troublante cette étude. Hein, c'était publié la semaine dernière dans Nature. C'est vrai qu'ils ont regardé ceux qui étaient vaccinés contre la grippe ou le pneumocoque. Ça ne change rien. Ils ont regardé ceux qui étaient traités par chimio sans immuno. Ça ne change rien. Il n'y a que ceux qui ont le vaccin ARN et qui ont de l'immuno qui avait un bénéfice. Donc, comme tu dis, peut-être que ça prime la réponse d'une manière ou d'une autre. Après, c'est des études rétrospectives. Il n'y a pas eu d'essai prospectif, hein, mais c'est un peu troublant de savoir qu'avec des petits moyens comme ça, on peut améliorer de plusieurs mois. Donc, il y a des gens dans les essais des phasans précoces qui disent qu'il y a beaucoup de essais avec des particules virales ou de l'ARN messager. Donc, il y a des choses très carrées, très intéressantes en adjuvant où on donne un vaccin personnalisé. Mais il y a des autres vaccins un peu plus généraux, un peu larges, et que beaucoup d'investigateurs se posent la question qu'on pourrait donner presque n'importe quelle chose, pas forcément peu importe que ça cible le Covid, c'est ça. Qu'on va réveiller quelque chose. Oui, c'est ça, ça rend chaud une tumeur froide, mais bon. c'est à la fois anecdotique et ça peut impacter. Au col de l'utérus. Je voulais envoyer un message à Mahayoub, voir ce qu'elle en pensait, qu'elle nous le décrypte un peu. Bon, là, je crois qu'elle a autre chose à faire les 3 jours qui viennent. Bon. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait une question pour la gynéco sur la recherche des récepteurs folate alpha. Est-ce qu'il faut les regarder? Est-ce qu'il faut les chercher au début ou à la rebiopsie? Non, c'est sur, en tout cas sur les premières données, c'est sur la biopsie initiale, pas besoin de rebiopsier. Ça a l'air d'être globalement stable dans le temps. Bon, après, on aura peut-être d'autres données. Nous, on est hyper intéressés par ça parce que dans la maladie résiduelle des patients sous thérapie ciblée, en particulier anti-EGFR, quand on regarde un peu
quand ça a bien répondu, il y a une surexpression de ces récepteurs. Donc ça pourrait être un autre endroit pour les utiliser. Mais c'est très bien. Bon, mais merci à tout le monde, merci aux orateurs, merci à tous les participants. Je sais pas, il y avait combien de gens connectés, Marianne? T'as pas le nombre, mais plein. Et puis donc, bonne soirée, à bientôt. Et merci à Marianne et à Elise.